Aimables téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission. L'invité de la semaine reçoit pour vous aujourd'hui l'ambassadeur de la paix en Guinée. C'est quoi la mission principale d'un ambassadeur de la paix dans notre pays? Que fait la Fondation El Hadj Gueriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, pour la cohésion sociale en Guinée? Ce sont entre autres des sujets que nous allons débattre tout à l'heure avec El Hadj. Bonsoir El Hadj. Bonsoir. Voilà, merci de nous recevoir sur vous. Merci de m'avoir invité aussi dans votre grande télé. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, c'est une télé des Guinéens, de la diaspora, un peu partout dans le monde. Tout d'abord, si on vous demandait aujourd'hui qui est El Hadj Gueriba Diaby, qu'est-ce que vous allez leur dire à ceux qui ne vous connaissent pas? Écoutez, d'abord c'est un honneur pour moi d'être l'invité de cette télévision qui est une première fois, mais qui fait de ça la fierté de notre pays, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Je suis El Hadj Gueriba Diaby, Marabout Diaby. Je suis né à Touba, plus précisément Madina Meyankouré. C'est une localité de Touba, Gawal. Et je suis guinéen, tout court. Et ma mission, c'est la paix. La paix dans ma vie, je ne fais que ça à travers mon travail qui est mon métier en tant que Karamoko, marabout international. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Fondation El Hadj Gueriba Diaby. C'est quoi cette fondation et qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette fondation pour la Guinée? La Fondation internationale de la paix a été créée en 2015 après un voyage heureux que j'ai fait à Kankan à l'occasion de Mauloud de 2015. Okay. À l'époque, j'ai été invité par Souleymane Solo. Oui, certains l'appellent Kanté Solomane. Voilà, de Kankan, le Karamoko de Kankan. Oui. Mais avant de créer cette fondation, je suis ambassadeur de la paix depuis 1993. Dieu merci. Et après 2003. De quel pays? Alors, du Zaïre, Congo, et puis du Togo à Lomé. Dieu merci. Alors, avec mon vocation de la paix, je travaillais, je faisais des sorties en Guinée et à l'extérieur de notre pays. C'est ainsi, en 2009, un ami français m'a conseillé, c'était le conseiller et en même temps l'avocat du président Sarkozy, qui est un ami, et qui m'a conseillé à Paris à l'époque. Il me dit, El Hadj, son Excellence ambassadeur, vous faites beaucoup, vous faites trop, et en tant qu'ambassadeur de la paix. Mais le jour que vous ne serez pas là, on ne parlera plus de vous, on ne parlera plus de l'ambassadeur de la paix. Donc, il vaut mieux que vous créiez quelque chose qui peut rester pérennement. Oui, je dis, mais ça veut dire quoi? Ça c'est de quoi? Il me dit, il faut créer la fondation. La fondation. Alors moi, je ne connais que la fondation Bill Gates à l'époque. Je lui ai dit, ah non, mon cher famille, vous me connaissez mal. Je dis, moi, je suis un marabout. Je n'ai pas de moyens pour créer la fondation. Pour moi, la fondation, c'est là où on garde l'argent, c'est là où on donne des milliards aux gens. Je dis, non, moi, je ne connais pas ça. Il me dit, non, la fondation, ce n'est pas seulement où on peut garder l'argent. La fondation signifie le bienfait de la personne. C'est sacrifié pour les autres. Voilà, que ça peut rester éternellement. Donc voilà, c'est cet homme qui m'a aidé. Il m'a fait fournir tous les documents qu'à l'époque qu'on demandait pour constituer une fondation. Et quand j'ai pris mon temps pour essayer d'observer jusqu'à 2015. C'est après 2015 maintenant que la fondation a été créée, agréée en Guinée, agréée en France, agréée au Mali, agréée un peu partout dans le monde, mais surtout l'agrément de France qui signifie la fondation internationale, donc c'est dans le monde entier. Oui, c'est dans le monde entier. C'est un ambassadeur pour le monde entier. Donc on est ambassadeur du monde entier, la fondation est le monde entier. Donc par la grâce de Dieu, nous sommes là, on survit
malgré aucun soutien de mon pays, je ne dis pas la population, mais côté autorité. Au niveau des autorités. Mais au niveau des autorités, pour le moment, depuis la création jusqu'à là où nous sommes, on est là, nous travaillons pour eux, parce que quand on dit la paix, le premier bénéficiaire, c'est le chef de famille. Oui. Le chef de famille, c'est qui? C'est les premières autorités du pays. Oui. Bon, on attend, on est là, on ne se fatigue pas, on ne se décourage pas, on continue à travailler pour la paix. Mais par quels critères on vous a choisi comme, pour représenter la Guinée, par exemple, comme dans le Congo-Zaïre et tous ces pays-là? Pourtant, ce n'est pas votre pays d'origine. Oui, je ne suis pas choisi pour représenter la Guinée au Congo ni en Afrique centrale. En tant que Guinéen. En tant que Guinéen, je suis d'abord marabout. C'est grâce à mon travail de maraboutage que j'ai connu, j'ai découvert l'Afrique centrale. Vos bienfaits. Grâce à un homme qui était mon papa, c'est-à-dire le général Yadema du Togo, le président du Togo, qui m'a mis à l'époque en contact avec le Cameroun. Je ne citerai pas des personnalités que j'ai eu à traiter ou bien j'ai eu à conseiller, ce n'est pas ça. Mais tout a commencé à Lomé au Togo en 1985. 1985, j'ai découvert le Congo, j'ai découvert la Centrafrique, j'ai découvert le Cameroun. Pas d'abord le Zaïre, mais tout est venu à partir de Centrafrique. C'est à partir de Centrafrique en 1986 que Dieu a mis dans mon sommet. Nous, on n'était même pas allés à l'époque. D'accord. Donc Dieu a mis dans mon sommet le Zaïre. Je ne parlerai pas seulement de la personne du président Mobutu. C'est pas trop, je n'aime pas trop le dire. Mais j'ai eu le Zaïre à partir de 86, 87, et je suis rentré dans le pays de Marshal Mobutu Sese Seko. Donc à partir de 89, quand le vent de démocratie a soufflé, donc par ma vision, par mes voyances, c'est par là que Dieu a voulu que les dirigeants de l'Afrique centrale et certains de l'Afrique australe ont pris contact avec moi. L'Afrique était sur le bouillonnement à l'époque. L'Afrique, ça a commencé à tomber. Le général Moussa Traoré a tombé. Et le Somalie a commencé la guerre. Il y a eu le coup d'État à Burundi. Il y a eu donc Zenabre a quitté le Tchad. Donc l'Afrique était devenue vraiment... Alors qu'on n'avait pas trop habitué à ces mouvements de vent de démocratie à l'époque, comme on le dit. C'était le parti unique. C'était le moment où l'Afrique était bon. C'était le moment où le monde même était bon. Certains parce disaient que que la je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, qu'à l'époque, pour voyager par exemple, on vous demande des secs. On vous demande des secs, carnet de secs pour avoir le visa. Il suffit d'avoir quelques millions, le monde entier est ouvert, on vous donne le visa. On se dit le monde est beau, mais elle n'est plus bon. La beauté est différente de la bonté. Donc on se dit, nous sommes dans ce monde où ça devient rare. L'argent devient rare. Même quand tu vas aujourd'hui avec l'argent, tu as le problème. Alors qu'à l'époque, c'est quand on a l'argent qu'on est bien accueilli, on est bien respecté, on est bien écouté. Donc j'ai connu le Zaïre en tant que Guinéen aventurier qui est venu, un Kramoko. Alors Dieu a fait que je me suis bien introduit parce que mon culture d'abord, en tant que musulman, mon éducation, en tant que Diakanké, en tant que Guinéen tout court, il faut vraiment adopter le milieu. Donc je suis arrivé en Afrique centrale, mes contacts ont été rassis un peu partout. Et quand je suis arrivé au Zaïre, je ne parlais même pas bien français, parce qu'il faut, je vous dis, moi je ne suis pas allé à l'école française. Et quand je suis arrivé au Zaïre, quand je suis arrivé au Zaïre, mon frère, c'était difficile. Les Guinéens, à l'époque, n'étaient pas connus au Zaïre. On appelait tout le monde à l'époque Sénégalais. Les Zaïrois nous appellent Ndingari. Ndingari, ça veut dire
le bœuf qui n'a pas de cornes. Parce que nous sommes là, on est là, hein, même celui qui ne connaît rien. Est-ce qu'il ne fallait pas dire je suis du pays de Sékou Touré, d'Ahmed Sékou Touré? Voilà, donc je vous dis, quand on est arrivé à Kinshasa à l'époque, notre identité, c'était le Mali ou le Sénégal. Oui. On n'avait même pas, si vous voulez, mon premier visa de Zaïre, c'était l'ambassade de Mali qui m'a donné au Congo-Brazzaville. Donc voilà, on est arrivé comme ça et j'ai vu que les patriotes guinéens qui font tout, mes compatriotes ouest-africains qui sont là-bas, ont des difficultés de vivre. Oui. C'est-à-dire, on était comme des marchandises. On était vraiment comme des moutons à vendre. Parce que, excusez-moi le terme, vous êtes interdit d'une façon ou d'une autre de porter le boubou. Incroyable. Quand on vous voit porter tout habit qui peut montrer que vous êtes ressemblance de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes arrêté par les BCRS, par le garde civil, et c'est l'argent qui sort. Donc, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai eu les contacts avec les autorités et la porte m'a été ouverte. Lorsque la porte a été ouverte, ma première mission, c'était de porter mes compatriotes guinéens et ouest-africains. C'est ainsi que ma première maison du Zaïre, je le dis devant tout le monde qui ont connu le Zaïre à l'époque, j'ai ouvert à toutes les communautés, j'ai donné la maison aux Guinéens pour que les Guinéens puissent venir se retrouver. Parce qu'à l'époque, il était interdit même que les étrangers puissent se réunir, tenir des réunions de communautés. C'est par cassette. Alors moi, j'ai dit, voilà, venez, c'est moi. Venez, c'est moi. Ils ont compris que j'étais avec les autorités et je n'étais même pas encore gradé par le président Mobutu à l'époque. Je n'avais pas encore reçu le dignitaire de l'Ordre national de Léopard. J'ai donné ma maison. Je dis voilà, il faut qu'on s'organise. En s'organisant, on avait un président qui s'appelle Modé Camara, on avait un vice-président qui s'appelle El Hadji Nimaga et il y avait un deuxième vice-président général qui s'appelait El Hadji Djerba Diaby à mon jeune âge. Donc je me suis battu pour porter les Guinéens. C'est ainsi que la communauté a dit non, celui-là, il faut qu'il soit le coordinateur des vice-présidents des Guinéens du Zaïre. Et lorsque cela a été fait, c'est ainsi qu'on a organisé les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'on appelle les ressortissants de la communauté ouest-africaine du Zaïre. Et lorsqu'on avait eu la chance d'avoir des personnes qui ont pensé à ça, notamment un multimilliardaire à l'époque sénégalais qui s'appelle El Hadji Souley Guissé, et puis un multimilliardaire nigérien, M. Igo. Donc, ils ont organisé le premier assemblée générale à l'image de la communauté guinéenne. Parce que tout le monde a dit, mais comment la communauté guinéenne s'organise? Il faudrait qu'on arrive à organiser la communauté de la CEDEAO au Zaïre. Donc ils sont faits à l'image de la communauté guinéenne, à travers ma personne. C'est ainsi qu'ils ont créé la première organisation de CEDEAO au Zaïre, pour la Grande Lac. Et lorsqu'ils ont créé ça, moi, je n'étais pas invité. Mais quand ils ont mis le bureau, ils ont dit, ah, on a oublié quelqu'un. On dit qui? El Hadji Djerba Diaby. Les gens disent, alors là, le bureau n'est pas encore fait. Si on ne le cherche pas, le bureau n'est pas encore fait. Mais le bureau était fini à constituer. Qu'est-ce qu'il faut donner à El Hadji Djerba Diaby? Ils ont dit, on le donne le présidence d'honneur. Ah, Dieu merci. Ils m'ont donné la présidence d'honneur. La lettre a été envoyée par les doyens. Ils sont accompagnés, c'est moi. Ils sont venus me trouver. Ils m'ont fait part avec le cola. Je dis, je prends la cola, mais je ne vais aucun poste. Dieu merci. Je suis déjà membre de la communauté ouest-africaine du Zaïre. Ne croyez pas parce que je n'ai pas de poste que vous pouvez penser que je ne ferai pas partie. Non. Ça ne m'intéresse pas. Je reste, la communauté guinéenne, ça me suffit. Ouest-africain, je vais vous aider, tout ce que vous voulez, mais ne croyez pas que si je ne fais pas partie des bureaux, ça va me déranger. Ils sont repartis. Mon cher ami, lendemain, ils ont appelé l'Assemblée générale. Lorsque l'Assemblée générale est appelée, ils ont dit non.
Ce monsieur, on ne peut pas le lasser. Désormais, on le nomme vice-président général de la communauté ouest-africaine. Vous êtes incontournable. Donc, voilà, c'est ainsi que l'Assemblée a voté. Oui. Je suis nommé vice-président général et le coordinateur général. Ah, Dieu merci. Je dis, mais comment je vais faire? Oui, on m'a dit, non, tu ne peux plus t'en sortir. Avec toutes ces expériences-là aujourd'hui, voilà. Que vous avez vécues, selon vous, pourquoi la Guinée vit toujours dans la perpétuelle crise? Et c'est ainsi, au moment où j'ai été nommé coordinateur, on n'avait pas de problème au Zaïre. Il n'y avait pas de guerre au Congo. Il n'y avait pas la guerre à Centrafrique. Il n'y avait pas la guerre à Rwanda. C'est après ça qu'on a vu ce qu'on appelle le vrai guerre des Hutus et les Tutsis. Oui. Tout le monde a et la guerre de Congo-Brazzaville, la guerre de Congo-Kinshasa, la guerre ethnique de Centrafrique. Parce que la guerre en Centrafrique, c'est entre les Yakuma et les Mbaka. À l'époque, qu'est-ce que vous avez fait? Et nous, qui étions pris au milieu de toutes ces guerres, et moi qui avais des amis, moi qui traitais avec les chefs de l'État, qui traitais avec les différents ministres, je suis le premier vissé dans ces problèmes-là. Et qu'est-ce qui m'a fait sortir dans cet immense pays qui ont connu partout des troubles et des guerres? C'est l'intelligence et de savoir vivre avec les autres, dire aux gens que la vie, ça ne s'arrêtera pas à un seul chef, à un seul président. Continuons à vivre ensemble. J'ai commencé depuis là. Et c'est après 1999, 2000, lorsque la Guinée a été attaquée par les rebelles, le général Lansana Conté, par la voix du général Karfala Kamara, et l'ambassadeur de Guinée à l'époque, qu'on appelle tout petit, qui s'appelle Silla, Aboulaye Silla, le président Lansana a demandé qu'on me fait venir. De rentrer. Je suis venu discrètement, sans que personne ne sait qui m'a amené, pourquoi on m'a amené. Les gens sont là, ils sont témoins. Colonel Mamadi Bondabo est témoin. C'est lui qui me faisait tous les sorties et les rentrées. C'est ainsi que je suis venu. Le président Lansana Conté, paix à son âme, avec le grand imam à l'époque de Mosquée Faisal, Imam Ba, qui était mon bras droit, qui était mon grand ami, qui était mon papa. On était ensemble pour essayer de contrecaler l'attaque des rebelles qui sont venus dans toutes les frontières. Je me suis dit, l'expérience que j'ai vue à l'étranger, je ne peux pas la limiter à l'étranger. Ça va trouver que ça ne sert absolument à rien si je ne travaille pas pour mon pays. C'est ainsi que j'ai commencé à mettre mon savoir-faire, à commencer à sensibiliser à l'époque avec l'Intobété, les jours islam, tous les vendredis. Je passais à l'époque par la RTC, Bolbiné à l'époque. Il n'y avait pas RTC ici. Jour Intobété et ses équipes, ce sont eux qui m'accompagnaient dans les provinces partout. Et je partais avec ma propre moyen, j'amenais des riz, j'amenais des tapis, j'amenais des bouilloires, j'amenais des torses, les gens ont vu ça. Et il y a les témoins qui sont là. Je dis, les Guinéens, nous devons vivre ensemble. À l'époque, Morla Souma, qui a la télévision nationale, la radio nationale, il était encore jeune. C'était mon premier journaliste au niveau de la télévision avec Aladji Bissirou Diallo. Donc, je partais vers les Guinéens pour leur dire, donnons-nous la main. Affaire de Lansana Conté, un jour nous allons l'oublier. Jusqu'à les gens sont allés dire à Lansana Conté, pourquoi lui il parle de ta fin? Pourquoi tout le temps il parle de ta fin? Un jour le président Lansana Conté me dit, voilà ce qu'on m'a dit. Je dis, mais tout un début, il y a une fin. Chaque chose a un début. Qu'est-ce que nous souhaitons? Que vous finissez votre pouvoir dans la beauté. Que vous savez trouver la Guinée dans la paix et que vous partez, vous laissez la Guinée dans la paix. Voilà ce qui a été toujours ma mot avec le grand imam de Faisal à l'époque, El Hadj Ba. Donc c'est ainsi que j'ai commencé la sensibilisation, mais à l'époque, en tant que consul honoraire, nommé par le gouvernement guinéen en Afrique centrale. Les personnes commencent à dire, ah, lui, si vous voyez qu'il donne tout ça là,
c'est le président qui le donne, parce qu'il est consul. Et là, aujourd'hui, avec la crise guinéenne, vous avez beaucoup d'expérience en matière de médiation. Selon vous, c'est quoi le vrai problème? Pourquoi la Guinée vit toujours dans la crise? Ben, je suis en train de vous dire que les Guinéens, depuis cette époque-là, personne ne savait que la Guinée allait tomber dans le piège que Ella Djerba Diaby a vu depuis très longtemps. Parce que on dit, je m'excuse le mot, mais qu'un vieux peut rester assis, il voit des milliers de kilomètres, vous allez monter à l'étage sans le voir. Tu ne verras pas. Donc nous, Dieu nous a montré, Dieu nous a donné cette petite expérience, que partout où il y a la paix, il faut préparer la guerre. Partout où il y a la guerre, on peut amener la paix, mais par la sensibilisation. Les gens qui pensaient à l'époque qu'Ella Djerba Diaby, c'est pour chercher un poste ministériel, pour certains postes, ambassadeurs et autres, ils ont été déçus. Ils ont été déçus parce que je n'ai jamais, malgré, même si je n'ai pas eu ces postes-là, je n'ai jamais baissé le bras. J'ai continué mon combat. Aujourd'hui, les Guinéens qui me regardent, mes chers compatriotes, nous les Guinéens, nous sommes notre propre artisans qui ont créé le tombe pour faire rentrer la Guinée dans cette tombe-là. D'accord. Et comment nous allons faire sortir notre pays dans cette chaos? Comment nous allons faire sortir notre pays dans cette trou que nous l'avons mis? Tous les Guinéens sont coupables. Oui, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Ce n'est pas seulement la politique, ce n'est pas seulement économique ou social, mais nous sommes tous responsables des malheurs de notre pays. Parce que la foi, nous n'avons plus la foi. Nous n'avons plus confiance à l'un et l'autre. Il n'y a plus d'amour entre nous les Guinéens. Il n'y a plus de confiance entre nous les Guinéens. Nous ne pouvons plus parler, c'est-à-dire chacun veut sa tête, chacun veut sa poste, chacun veut sa famille. Personne ne travaille pour le pays. D'accord. Alors, si vous voyez dans un pays où les sages ne sont plus respectés, les imams ne sont plus respectés, les artisans, les journalistes et autres ne sont plus respectés. Mon cher frère, regardons le Sénégal. C'est un autre monde. Regardons le Sénégal. Regardons même le Mali. Et regardons tout près de nous, Burkina Faso. Il y a une semaine, il vient d'avoir un coup d'État au Burkina. Mais pourquoi le sang n'est pas versé? Pourquoi les gens ne sont pas affrontés entre eux? Pourquoi on n'a pas tiré? Même quand ils sont tirés, ils ont demandé pardon. Pourquoi ils sont tirés? Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce qu'ils respectent les sages. D'accord. C'est parce que les religieux sont respectés. Donc, c'est en Guinée, le vrai problème, c'est parce que les aînés sont respectés. Mais pour qu'on respecte les sages, pour qu'on respecte les religieux, il faudrait que les sages eux-mêmes se respectent. Il faudrait que les religieux eux-mêmes se respectent. Ici, c'est nous-mêmes qui ne se respectent pas. D'accord. Tout le monde a démissionné. Nous avons tous démissionné et nous suivons tous de notre pain quotidienne à manger. Lorsqu'un imam prend un parti pris dans son mosquée pour soutenir un parti politique, il n'est plus imam. Lorsqu'un sage qui doit être le sage de toute la communauté, dit que moi, ma communauté, mon parti, mon fils tel, il n'est plus un sage. Voilà comment la Guinée est retrouvée dans cette, si vous voulez, orphelinat des sages. Regardons aujourd'hui, ce sont des enfants qui sont devenus des vieux. Ah oui, on a remarqué ça. Ce sont des enfants aujourd'hui qui deviennent les vieux. Et regardez leur barbe. Moi, je n'ai pas de barbe. Mes enfants ont les barbes jusqu'ici. C'est-à-dire la roue tourne. Ça montre que nous, les vieux, nous ne sommes plus à notre place. Les enfants viennent nous réveiller pour dire, si vous ne voulez pas être là, nous allons être à votre place. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Mon cher frère, mon cher ami, nous sommes malades. La Guinée est malade. Les Guinéens sont malades. Le remède, je ne sais pas d'où ça va venir. Parce que cette maladie, c'est des générations. C'est des générations. Ça ne date pas aujourd'hui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis très longtemps que nous n'avons pas soigné. Et malgré que les bonnes volontés font tout, elle est devenue aujourd'hui
un plaie inguérissable, si je peux dire comme ça. Un cancer qui s'est polarisé et qui a touché tout le monde. Cela veut dire quoi? Les Guinéens, il faut que nos consciences soient réveillées. Il faut que nous regardions autour de nous. Il faut que nous écoutons ce qui se passe. Et regardez un pays, un continent comme l'Europe. Qui peut parler d'Europe dans le domaine de l'économie et de la puissance? Mais on se dit l'Europe est en train de pleurer. Ah oui, on a compris. L'Europe, on se dit, est tombée. Pourquoi un pays qui est en guerre, un seul pays qui est en guerre, à côté de 28 pays Union européenne, a propagé la guerre partout. Oui, c'est l'impact de la guerre. Même nous, les Africains ici, nous avons eu l'impact de la guerre de l'Ukraine. Oui, entre la Russie. Et tandis ce temps, le pays qui est uni, pas dans la bouche, mais dans le fait, qui est les États-Unis, et ils sont en train de grimper à l'économie. Ça, c'est vrai. Si vous comprenez, même la guerre mondiale, la première guerre mondiale n'a pas touché les États-Unis. La deuxième guerre mondiale n'a pas touché les États-Unis. La troisième guerre mondiale, s'il y en a, ça ne touchera pas les États-Unis. D'accord. Pourquoi? Donc vous demandez... Même si on fait des bombes, je ne sais pas comme quoi, les Américains vont toujours protéger les Américains. D'accord. Ils sont toujours le moyen de protéger leur communauté. Ils veulent que nous tombons dans les pièces pour qu'eux ils tombent et ils montent. On ne souhaite pas. Et c'est ça qui se passe en ce moment. On vous dit, la guerre est devant votre porte. Pourquoi ne vous défend pas? Vous allez vous défendre comment? La Russie est puissante. La Russie est puissante. La puissance de Russie, ils ne vont plus manger le fromage des Russes. D'accord. Nous, on va pas ils ne vont plus manger le riz des Russes. Ils ne vont plus avoir l'essence des Russes. Les Américains vont leur donner. D'accord. La guerre, mon cher frère, attention. Ce que je suis en train de vous dire, c'est sérieux. C'est sérieux. Les Guinéens doivent savoir que la guerre n'est pas pour les pauvres. Il faut une prise de conscience. La guerre n'est pas pour les pays pauvres. Nous allons détruire quoi? Nous n'avons pas. Qu'est-ce que nous avons construit dans notre pays? Rien. Parce que tout Qu'est-ce que nous avons dans notre pays? Pour le moment, tout est prioritaire. Mon cher frère, il y a 2 jours seulement que je suis arrivé d'Europe. J'ai fait 5 pays européens. J'ai fait 2 pays en Occident, en Inde. Je suis revenu à île Maurice. Je suis arrivé à Conakry le 30. Je ne suis pas quelqu'un qui reste dans son salon pour imaginer ce qui se passe à l'extérieur. Dans le monde. Je voyage. Et ces voyages m'ont donné d'expérience pour savoir comment il faut faire pour que ton pays puisse avancer. Notre premier problème, notre premier ennemi dans notre pays, c'est les autorités guinéennes qui n'écoutent jamais. D'accord. On va à la pause. Elhadj, franchement, on a du plaisir à vous écouter, mais partons à la pause pour revenir. Merci. Voilà. Merci. Donc, aimable téléspectateurs, on est avec l'ambassadeur de la paix en Guinée, Elhadj Guiriba Diaby, que vous connaissez, que vous entendez parfois. Donc, merci de votre fidélité. Gardez votre position d'écoute et on revient tout de suite pour continuer cette émission. À bientôt. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, l'invité de la semaine. Notre invité du jour est Elhadj Guiriba Diaby, président de la Fondation pour la paix et l'assistance dans notre pays. Il a parlé beaucoup d'expériences qu'il a vécues un peu partout en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Elhadj, vous parlez tout à l'heure de la crise guinéenne. Selon vous, la responsabilité, qui est en première ligne, ce qui concerne la responsabilité, et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ramener tout le monde à la table pour avancer? Comme je vous disais, quand je parle des autorités, c'est à tous les niveaux. Les autorités qui sont à la commande des pays, les autorités qui sont à la tête des partis politiques, les autorités qui sont à la tête des associations. Quand on prend l'exemple sur le Sénégal a connu des crises comme la Guinée, des manifestations violentes comme la Guinée. Mais une fois que les sages parlent, les autorités disent stop. Parce que de ça, nos sages ont dit
il ne faut pas, Oui. Mais ici, c'est le sourd de l'oreille. Oui. Si vous regardez, ce n'est pas seulement le 1 an ou le 10 ans, mais depuis que le président Ahmed Sékou Touré est parti, parce qu'il faut reconnaître, moi je n'étais pas encore, je ne savais rien à l'époque, mais quand le président Sékou Touré était là, c'était le masse populaire qui a été toujours consulté. C'est tous les sages qui ont été consultés. Ils ne prenaient pas les décisions seuls, ils prenaient les décisions publiques. Ils se référaient à tout le monde. Et le président Lansana Conté, lorsqu'il est là aussi, il a fait quelques erreurs, bien qu'il faut le reconnaître, mais il a été toujours à l'écoute des gens. Il avait toujours des conseillers qui le conseillaient. Il écoutait, même s'il dit non, je ne le ferai pas. Vous allez voir sur le terrain qu'il a, oui, il a accepté. Mais durant les 10 années de démocratie, sur lequel nous pensons que vraiment nous sommes réellement dans la démocratie. La démocratie, c'est le sanakuya, c'est le cousinage. La démocratie, c'est de savoir chanter et danser. La démocratie, ce n'est pas la haine. La démocratie, ce n'est pas pour détruire. La démocratie, c'est la loi. La loi, elle est là pour tout le monde. Mais si les Guinéens, qui sont les principaux artisans de construction de leur pays, ont leur tête qu'il faut seulement détruire. Et les autorités des pays, eux aussi, suivent le même cas. Parce que si on dit, qu'est-ce qu'on dit? Le bagarre, c'est entre deux personnes. Si l'autre commence à bagarrer, vous négociez. Parce que c'est vous qui présentez le bilan. Les oppositions n'ont pas à présenter le bilan. C'est vous qui êtes au pouvoir qui doit présenter le bilan. Et à chaque fois qu'on va à une manifestation, ce n'est pas l'opposition qui perd, c'est le pouvoir qui a toujours un retard dans le bilan qu'il a à présenter. Donc l'impact économique, l'impact même médiatique, la confiance des pays, vous êtes en train de suer avec ça. Mais notre pays, ce qui est dommage, nous n'avons pas encore trouvé des vaillants dirigeants qui vont dire non, on doit vraiment se débarrasser des démagogues. D'accord. Maintenant que vous disiez tout à l'heure que les sages aussi ont démissionné quelque part, comment les autorités peuvent écouter les sages à ce niveau? Mais si les sages ont écouté, ce n'est pas les 100% sages qui ont démissionné. C'est vrai. Les sages, il y a des sages qui sont encore là, il y a des imams qui sont encore là, il y a la coordination qui sont encore là, qui sont honnêtes et qui travaillent honnêtement. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, on ne peut pas frapper tout le monde par le même bâton. Non, nous sommes des hommes. On n'est pas des moutons ou des bêtes qu'il faut un seul bâton qui va commander tout le monde. Non. Les hommes, chacun a sa force, chacun a sa bâton de commandement. Mais je vais vous dire une chose. Notre pays, nous devons aller au essentiel. Pour aller à l'essentiel de notre pays, il faut laisser le mamaya. Quand je dis mamaya, que mes frères de Cancan, je suis malinqué. Je ne parle pas de mamaya, de sirfoula, de Cancan, sur lequel nous sommes vraiment attachés, sur lequel je suis fier. Je parle de mamaya guinéen. Le mamaya politique. Je parle de mamaya politique pour dire, écoutez, le clientélisme, si nous continuons à favoriser, parce que tel est mon ami, tel est de mon parti, tel est de mon entourage, parce que c'est ça qui a toujours détruit notre pays. On ne place pas les hommes parce qu'il faut le placer, c'est sa place. On place les personnes par l'infinité parce qu'il faut le mettre là, même s'il ne peut rien. Donc, à mon avis, notre pays a besoin de sortir de cette langue-là. Aujourd'hui, les autorités ont mis en place un cadre de dialogue. Vous avez suivi, comme tout le monde, on a mis en place, on a nommé des facilitateurs. Quel regard portez-vous sur tout ça là? Il y a une partie des partis politiques qui rejettent ce nouveau cadre de dialogue. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette actualité? Les partis politiques qui ont rejeté le dialogue, c'est les partis traditionnels. C'est le pouvoir. C'est le contre-pouvoir. Dans tous les pays, quand le pouvoir décide, le contre-pouvoir dit toujours non. Si ces gens-là, ces personnalités-là, ces partis politiques disent non, ce n'est pas
par rapport des personnalités qui ont été nommées. C'est pas leur personne. Oui, c'est pas la tête pas des du personnes tout. nommées. J'ai tellement confiance à ces 3 dames, à ces 3 braves dames, dont je connais 2 parmi eux, la plus ancienne, la maman, et plus Hadja Makale Traoré, qui est un collègue, nous travaillons ensemble, c'est un ami. Et j'ai tellement confiance à leurs compétences, mais le problème n'est pas là. Le problème est plus profond. C'est une crise, si vous voulez, je ne vais pas dire le mot, mais il est tellement sensible, notre problème guinéen, parce que tout le monde dit « moi ». La crise est personnelle. La crise est personnelle. Le pouvoir n'est pas personnel. Le pouvoir est un esprit. Ça se partage. Le pouvoir est un esprit. Le pouvoir est un don de Dieu. Le pouvoir, c'est le fond de cœur. Oui. Le pouvoir, c'est vraiment un don que Dieu donne à celui qu'il veut. Oui. Vous pouvez bagarrer jusqu'à la fin de votre vie. Dieu vous réveille le matin, il vous confie le pouvoir. Vous pouvez bagarrer jusqu'à la fin de votre vie. Dieu ne vous donne pas le pouvoir, vous allez répondre à l'appel de Dieu. Et si tout le monde veut avoir le pouvoir le même jour, ça ne peut pas aller. Et si Saki Guinée veut être ministre, veut être le président le même jour, ça ne peut pas aller. Notre problème en Guinée, nous n'avons pas de patience. D'accord. Notre problème en Guinée, les gens disent trop les contre-vérités. Les gens ne tiennent pas leurs promesses. La promesse est une dette. Il y a aussi une crise de confiance. Hein? Mais s'il n'y a pas de promesse, c'est ça la crise de confiance. Parce que nous n'avons plus confiance à l'un et l'autre. On dit quand il promet, il ne réalise pas. Ça veut dire qu'on n'a plus confiance. Guinée n'a plus confiance à un Guinéen. Sinon, pourquoi on va amener un étranger pour la dans notre pays pour faire la médiation entre les Guinéens. Alors que je peux parler à ton patois, tu peux me comprendre, je peux te parler en tant que Sanakou, tu peux comprendre, mais Guinéen n'a pas confiance à un Guinéen. À son prochain. Guinéen n'aime pas un Guinéen. C'est vraiment dommage. Maintenant, aujourd'hui... Même si le président malien, qui a l'embargo aujourd'hui mondial, quand il quitte maintenant au Mali, il vient en Guinée, vous verrez que tous les gens de Conakry vont sortir pour l'accueillir. Pour l'accueillir, oui. Tous les gens de Conakry vont dire que, ah, voici vrai l'homme. Donc on aime l'étranger. Mais Doumbouya qui est là, quand il va sortir, c'est le caillou qui va sortir. Guinéen, pour respecter un Guinéen, s'il ne vous connaît pas, il faut garder 3 mois. Lorsque Doumbouya a pris le pouvoir, je l'ai dit, on vous donne 6 mois, les Guinéens vont commencer à vous insulter. 6 mois, j'ai dit dans mon cours ici, lorsque la CEDEAO a fait la condamnation, j'ai condamné la CEDEAO. Parce que je connais la CEDEAO, je connais les membres de la CEDEAO, je suis dans le clan de la CEDEAO. J'ai passé mon temps entre Nigeria et Togo. Ok, maintenant pour le cas de la CEDEAO, alors, d'où est venu ces sanctions-là? Est-ce que ces sanctions-là sont... Les sanctions de code de la CEDEAO n'a rien à voir avec notre pays, la Guinée. Ok. La CEDEAO, c'est un clan qui travaille pour améliorer la situation et faire le business des chefs de l'État. Mais la CEDEAO savent que les Guinéens sont des Guinéens. Oui, les Guinéens, quand vous nous comparez à un francophone, nous ne sommes pas francophones. Quand vous nous comparez à un anglophone, nous ne sommes pas anglophones. Nous ne sommes pas lusophones. Guinéen est légal à un Guinéen, à son Guinéen. Donc, je vais vous dire une chose. La CEDEAO, tel qu'on dit la CEDEAO voit où on est en train de massacrer les gens. Mais est-ce que CEDEAO intervient? Lorsque la Guinée a été attaquée en 2001, le président Lansana Conté savent qu'est-ce qu'on appelle le CEDEAO. Parce qu'il y avait les Comores au Libéria, il y avait les Comores à Sierra Leone. Les Comores, c'est quoi? C'est le casque bleu de la CEDEAO. Et Lansana Conté à l'époque a dit quoi? Il dit CEDEAO, je n'ai pas besoin de vous dans mon pays. La Guinée s'est défendue toute seule parce que nous étions unis à cette époque-là. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose, que Dieu n'en garde, que Dieu nous en garde. S'il y a un ennemi qui tombe aujourd'hui dans notre pays, il va nous avoir. Parce qu'il y a la Pourquoi l'homme, sa force, c'est quand on est unis.
Quand vous dispersez, ça c'est la volonté, ça c'est Dieu même qui le dit. Oui. Unissez-vous. Il a dit au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tant que vous êtes unis, vous êtes forts. Vous êtes forts, oui. Et dès que vous vous séparez, non, c'est fini. C'est fini. Ils vont vous prendre un à un. Aujourd'hui, la Guinée, malheureusement, nous sommes divisés. Okay. Nous sommes devenus haineux. C'est-à-dire, on est fâché sans qu'il nous arrive quelque chose. Quand je sors maintenant, là, quand tu vois, tu es bien habillé, je me fasse contre toi. D'accord. Tu as une belle voiture, je me fasse contre toi. Même en me regardant comme ça à la télévision, il y a des Guinéens qui vont se fâcher. Mais pourquoi lui, il parle trop? D'accord. Ça veut dire quoi? Voilà. Alors que on ne se connaît même pas. Voilà. C'est ça le malheur de notre pays. Mais Elhadj, avant l'annonce des sanctions contre la Guinée, c'est suite aux différentes crises que la Guinée est en train de traverser. Les politiques réclament par exemple le cadre de dialogue et ils ne sont pas d'accord avec le CNRD sur le délai de la transition. Et c'est là la pomme de discorde. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là pour que tout le monde se retrouve désormais autour d'une... Mon cher ami, dans votre famille, ta force doit être quoi? C'est le dialogue. Lorsque un père de famille ne dialogue pas dans sa famille, tu ne peux pas serrer ta famille. Le dialogue, elle est obligatoire entre des individus. D'accord. Le dialogue est obligatoire dans une famille, entre le père et ses enfants, entre le mari et les épouses. Le dialogue est obligatoire dans le quartier. Le dialogue est obligatoire dans le village, dans le ville, en plus forte raison dans le pays. Si on ne dialogue pas, on va où? Maintenant que les autres sont Mon cher frère, si vous vous rappelez bien, il y a des gens aussi, rappelez bien, il y a des politiques aussi qui posent des conditions de mon colonel, c'est mon Sanakou, c'est mon cousin, les Djabi, et les Doumbouya, les Nabé, et les Diallo, les Ba, tout ça là, ce sont nos esclaves, nous les Djabi. Mais quel a été le discours, le meilleur discours de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, le 5 septembre? Il a dit le dialogue est rompu entre les Guinéens. Oui, et ça, c'était vrai. Lui-même, il avait dénoncé. Oui. Ça, c'était vrai. Aujourd'hui, qu'on ne prend pas en otage cet homme qui a le bonne foi. Et on vit dans la même situation. Qu'on ne prend pas en otage cet homme qui aime son pays. Qu'on ne prend pas en otage cet homme qui a le souci pour son pays. D'accord. Un président n'est pas mauvais. Oui, c'est son entourage. Un chef n'est pas mauvais. C'est son Lui, entourage. il descend, Dieu lui opère le cœur, il lui donne l'intelligence du cerveau, il lui donne le bon cœur pour tout son pays, pour toute sa nation. Mais c'est des hommes qui viennent. Quand je dis les hommes, il ne faut pas que les secrétaires généraux, les ministres, les machins pensent qu'ils parlent de nous. Non. On peut conseiller le colonel Mamadi Doumbouya en dehors de la Guinée. D'accord. Sans qu'on le voit, le conseil, sans qu'on connaisse qui est le conseil. Le président Alpha Condé, qui est parti, était conseillé par les Américains, il était conseillé par les Israéliens, il était conseillé par les Français. Mais où on l'a eu? Dès qu'on l'a dit, ferme ton téléphone. Ferme ton téléphone. D'accord. Ne te laisse pas appeler par n'importe qui. En commençant par moi, j'ai eu peur. Lorsque j'ai vu que je n'arrive plus, je ne sais pas, moi, il n'y a pas de contact entre nous. D'accord. Et là, on dit souvent, en termes sous, on dit c'est-à-dire quand tu dis quelque chose, quand tu donnes un conseil à la souris, il faut souffler quelque chose à l'oreille de Soumbara pour ne pas se sentir. Quel message avez-vous à l'endroit des politiques? Parce que eux aussi, franchement, c'est des va-et-vient. S'il y a une décision, il y a certains qui sont partants et d'autres sont réticents. Vous savez, je vous dis, notre malheur, ce n'est pas les jeunes militaires, ce n'est pas CNRD. Notre malheur, c'est les politiques. Notre malheur, c'est la politique. Et ces politiciens, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes, les politiciens guinéens, c'est des commerçants. Excusez-moi le terme. C'est des commerçants qui vendent leurs marchandises à celui qui veut l'acheter. Mais ça, c'est quel genre de marchandises? Le genre de marchandises de nos politiciens guinéens, vous le savez très bien. Lorsque le président Alpha Condé est parti, qui ont été les premiers à applaudir ici, colonel Mamadi Doumbouya? Est-ce que les hommes sont sortis comme ça? Non. N'est-ce pas, c'est les partisans, c'est des politiciens, c'est des partis politiques, ce sont tous qui ont dit
Dieu merci, quelqu'un est venu nous sauver. Mais dès qu'on voit qu'il n'est pas sur le même sommet que X ou Y, la guerre commence. Parce que à mon avis, la transition, quand on dit la transition, avant, il n'y avait pas de transition avant la démocratie. Lorsqu'un militaire fait le coup d'État avant la démocratie, c'est fini. On ne parle pas de la transition. Il a pris le pouvoir, il est là avec ses hommes, ils vont gouverner jusqu'à, on dit, voilà, 5 ans, élection, 10 ans, élection, c'est lui qui passe. Comme Lansana Conté. Mais aujourd'hui, on dit la transition. Parce que depuis 2010, on a dit un pays qui n'est plus démocratique, on ne va plus le aider, on va le sanctionner. Dans certains pays même, on peut intervenir par arme pour destituer celui qui fait le coup d'État. Oui. Pour le moment, ce n'est pas le cas en Afrique de l'Ouest, mais dans certains pays, on a eu ça. Mais si vous voyez que la transition est importante pour nous, les Guinéens qui comprennent ce qu'on appelle la transition, cette transition, c'est comme un avion qui a survolé, qui est de sa partie, avec un capitaine au bord. Et l'avion, c'est tous les peuples de Guinée qui est dans cet avion-là. Oui, oui. Prions que cet avion atterrisse dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Parce que si cet avion n'atterrit pas, quel qu'en soit, il doit atterrir. Nous allons tous quel qu'en soit, il ne va pas rester là-bas en haut. Oui. Et si ça tombe autrement, ça va arriver quoi? C'est comme le bateau. Vous comprenez? On est tous dans le même bateau. Je pense bien que les politiciens, c'est vrai, il y a de part à d'autre des erreurs de communication peut-être, des erreurs de blocage peut-être, des manières de faire des choses, tout est possible, mais je me dis, la politique doit accepter, doit tout faire pour conduire cette transition au beau port, avec ceux qui ont pris l'arme pour défendre le pays, pour dire que vous les militaires qui sont là aujourd'hui, on ne peut pas continuer avec vous. Votre rôle, c'est de garder l'intégrité nationale. D'accord. Et là, on est pris par le temps. Et pour dire aux politiciens, vous les politiciens, vous devez tout faire pour que vous négociez, vous acceptez la négociation. Voilà ce que je vais demander à mes frères des politiciens guinéens. Laissons tous les égaux, laissons tout notre orgueil, acceptons. Allons au dialogue, allons aux tables, allons discuter. Chacun a un argument. C'est l'argument contre argument. Nous allons débattre. Même si moi je ne fais pas partie, mais je suis guinéen. Tous les bonnes volontés vont intervenir pour que notre pays sorte de cette difficulté qui en dirait trop. D'accord, cela va nous amener à vous poser cette question. Et venez de choisir quelques personnalités guinéennes pour être ambassadeurs désormais de la paix dans notre pays. Ça fait juste une semaine depuis que vous les avez décorés officiellement. Pourquoi, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Je remercie la Fédération internationale de la paix pour avoir accepté mes requêtes, car c'est moi qui envoie les noms des personnalités qui doivent m'aider désormais. Je suis le seul El Hadji Djerba Diaby, ambassadeur de la paix, depuis 10 ans, 15 ans. Les gens peuvent dire que mais lui seul, qu'est-ce qu'il fait? Un seul doigt ne peut pas prendre le caillou. Je me dis, il faut que ce soit renforcé. Il faut que tous les Guinéens soient ambassadeurs de la paix. Ça, c'est mon vocation. Et là, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu des imams qui sont déjà ambassadeurs de la paix dans leurs mosquées. Nous avons eu des écrivains. Nous avons eu des personnalités dans le rang des sociétés civiles. Nous avons même des griots qui ont le talent, qui sont maintenant aujourd'hui avec nous comme ambassadeurs de la paix. Je pense bien que nous allons continuer. On ne s'arrête pas aux 15 nominations. Maintenant, on est 24 ambassadeurs en République de Guinée qui sont dans la Fédération universelle de la paix. Mais nous allons continuer. Très bientôt, vous allez voir encore les personnes que je vais choisir qui sont incontournables dans notre pays. Les 16 personnes qui vont tout faire pour que les groupes d'ambassadeurs de la paix ont le poids
que le gouvernement elle-même n'en a pas. D'accord. Comment ceux-ci vont travailler sur le terrain? Est-ce que c'est en équipe ou bien c'est par... c'est-à-dire chacun va... Nous allons faire le plan. D'ailleurs, le samedi, je crois, le 14 ou le 15, j'ai lancé une invitation à tous les ambassadeurs ici. Ça va être le premier... Et si vous voulez plus de contacts, la première assemblée, où nous allons avoir un fait de route, nous allons organiser et donner à chacun de ces ambassadeurs quel est le rôle à jouer. Par exemple, celui qui est à Yomu, qu'est-ce qu'il faut faire à Yomu? Celui qui est à Koundara, qu'est-ce qu'il faut faire à Koundara? Celui qui est à Tanene, qu'est-ce qu'il faut faire à Tanene? Ceux qui sont à Conakry, qu'est-ce qu'ils doivent faire à Conakry? Donc nous ne pouvons pas donner le titre des ambassadeurs à quelqu'un pour aller dormir, non. Vous avez vu Elaï Djerba Diaby qui a donné tout. Parfois, je vends même mes habits. Parfois, je prends le taxi. Parfois, je prends le taxi. Parfois, je suis sur le moto. Les gens ne savent pas. Parfois, je prends le moto la nuit. Je circule. Parfois, je n'ai même pas de voiture. Toutes mes voitures tombent en panne. Je dis, c'est le sacrifice pour mon pays. En tout cas, on vous a vu à Bambeto à un moment donné. Tous les ambassadeurs, ce n'est pas seulement à Bambeto. J'ai été dans les lieux plus dangereux que Bambeto, où les populations presque étaient prêts à prendre armes contre l'un et l'autre. Donc, Bambeto, c'est Conakry. Mais la Guinée, ce n'est pas Conakry. La Guinée, ça fait 2 millions et quelques, si vous voulez, superficie. 13 millions d'habitants. Donc, je suis partout. Je ne fais jamais une semaine à Conakry. Demain samedi, je pars déjà pour revenir lundi. Donc, tout ça, personne ne m'aide. Personne ne met le sens pour moi. J'ai ma voiture, j'ai mes voitures qui sont maintenant au garage. Ils vont m'amener des factures de dizaines de millions. C'est moi qui mets dans ma main. Je ne suis pas commerçant. Je ne fais rien dans la vie si ce n'est pas le maraboutisme. Je suis marabout. Je suis fier. Quel est le mandat de ces gens-là? C'est-à-dire, il n'y a pas de mandat. Un ambassadeur de la paix n'a pas de mandat. C'est jusqu'à ta mort. Lorsque vous êtes nommé ambassadeur, sauf si il vous arrive de faire des trucs qui ne sont pas bons pour la fédération, on peut vous retirer votre titre. Sans ça, vous n'avez pas de mandat. Vous continuez votre travail tant que vous êtes vivant. Quel message avez-vous à leur endroit concernant? Le message, c'est pour leur féliciter de leur nomination. Et le reste, quand on va se retrouver samedi le 14, nous aurons des messages à passer à tous ces grands hommes et grandes femmes qui sont nommés par la Fédération internationale de la paix. Je félicite chacun d'entre eux. J'encourage ceux qui veulent aussi être nominés, car nous avons des dossiers, mais il faut sélectionner. Il faut sélectionner. On ne prend pas les gens pour prendre seulement. Et ce n'est pas question d'argent, c'est la moralité. C'est celui qui est dévoué en faisant les bienfaisants, en se mettant au service de son pays, car nous sommes regardés à l'étranger. Ce n'est pas seulement le pays, c'est 182 pays. 182 pays. Et la Guinée ne fait pas partie de la fédération. C'est grâce à Elaï Djerba Diaby que la Guinée fait partie aujourd'hui de la Fédération internationale de la paix. Et c'est grâce à Elaï Djerba Diaby que le gouvernement guinéen a été invité cette année en Corée pour aller assister la grande conférence où il y avait 182 pays pour la paix. Les ministres des Sports et de la jeunesse. Malheureusement, comme je le dis toujours, la Guinée a été toujours en retard et nous restons toujours en retard. La Guinée n'est pas partie. Alors que le billet était pris en charge, l'hôtel était pris en charge, les nourritures ont été pris en charge. On nous demande 3 personnes. Seulement. Le ministre avec 2 personnes plus que moi. Mais le gouvernement a tardé la situation. C'est le jour que la conférence a commencé qu'on me dit ici qu'on est prêt à partir. D'ici Corée, c'est 2 jours de voyage. Vous allez partir faire quoi là-bas? Donc je suis vraiment désolé. C'est vraiment, je demande les autorités guinéennes actuelles, parce qu'ils sont tous des jeunes. Ils sont connectés au monde entier. Je leur demande, ça c'est une doléance que je fasse à travers votre micro. Je leur demande de donner une crédibilité à la paix, d'aider la paix. De s'investir pour la paix. Je ne suis pas contre personne. Aujourd'hui, on donne des milliards, on donne des moyens de locomotion à des personnes.
je ne suis pas contre. Mais sans la paix. Rien ne peut aller. Sans la paix. Pas de développement. Si on ne aide pas la paix, vous allez regretter. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Oui. Je ne le souhaite pas pour mon gouvernement. Je ne le souhaite pas pour mon président de la République, colonel Mamadi Doumbouya et son CNRD. Je leur demande humblement de penser à aider la paix. D'accord. Pas aider El Djerba Diaby. Oui. J'ai 60 ans aujourd'hui. Je vis, je mange, je fais nourrir les gens. Oui. Moi, personne ne me découragera de continuer ce que je fais. Mais aujourd'hui, j'ai les hommes derrière moi. Oui. Ils ne sont pas comme moi. Ils sont des volontaires. Ils sont engagés. Oui, ils veulent travailler. Il faut mais il faut nous donner des encouragements. Oui. Il faut nous aider le minimum pour que nous puissions fortifier la Guinée, pour que nous puissions faire ce que nous voulons faire de notre pays, havre de la paix. D'accord. Et là, ils sont nombreux des diasporas, des Guinéens qui vivent à l'étranger, aux États-Unis, en France, et pourquoi pas en Allemagne, un message à leur endroit, parce que c'est la toute première fois que vous passez sur notre antenne. Comme vous le savez, mon cher ami, merci beaucoup. Moi-même, je suis un diaspora. Je suis le plus grand, parmi les plus grands aventuriers. J'ai 5 enfants. Tous les 5 enfants, chacun est né dans un pays. Chacun de mes enfants sont nés dans un pays. Aujourd'hui, ils sont tous français, ils vivent en France, ils sont grandis en France. Ce n'est pas une fierté, je ne le dis pas parce que ma famille est française, non. Je le dis parce que la circonstance a fait qu'aujourd'hui, je sois en France. Oui. Et je sais dans quelle galère nos communautés vivent. Je sais dans quelle galère les Guinéens vivent à l'étranger. Galère non seulement pour leur travail, mais le souci de voir leur pays dans la situation dont nous nous trouvons aujourd'hui. Oui. Mais je leur dis, tenez bon. Tenez bon, Dieu est grand. Oui, Dieu est grand. Tenez bon, votre pays ne tombera pas. Tenez bon, les sacrifices de nos ancêtres, les sacrifices de nos parents, les valeurs qui sont passés, ils ne vont pas nous laisser dans cette merde-là. Dieu va nous sauver. Inch'Allah. Et je vais vous dire, mes chers compatriotes, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie, qui sont en Afrique. J'ai fait tous ces continents-là. Mais je vous dis, quand on dit l'étranger, on dit souvent dans notre proverbe que le bois, quel qu'en soit le durée dans l'eau, il ne devient jamais le caïman. Le caïman, pas Aimons notre pays. Oui. Aidons notre pays. Surtout, mes chers frères, mes amis, vous les grandes personnes, vous les grands hommes et les grandes femmes qui travaillent dans les réseaux sociaux, qui sont nos vrais communicants, s'il vous plaît, au nom de la paix, s'il vous plaît, parfois, ayez pitié de nous, ayez pitié de votre pays, ayez pitié de nous les petits innocents qui ne savent rien, qui ne connaissent rien. Parfois, on n'arrive pas à dormir dans notre lit. Quand on voit certains propos, quand on voit certains, comment on dit, certaines publications, ça nous dit, est-ce que le matin trouverait que nous sommes encore en vie dans notre pays? Votre contribution doit être quoi? Contribuer, oui, attaquer, je suis d'accord. Même moi, El Djerba Diaby, c'est ça qui peut aider une personne à sensé. Il faut accepter les critiques, il faut accepter la contradiction entre les hommes. Mais faisons en sorte que la sécurité guinéenne, soyons, comment on dit, des vrais Guinéens qui aiment son pays, qui va continuer vraiment. Ce n'est pas le régime. Le régime passe, mais le peuple reste. Oui. Le régime va passer, mais la population va toujours rester. Et c'est comme ça que ça a commencé dans certains pays, comme le Rwanda, avec 1000 collines. Je suis le grand témoin dans ces pays-là. C'est des petits propos qui vont alimenter des grands propos et qui vont finir la situation qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, je vous souhaite tous bonne et heureuse nouvelle an de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, c'est le Mawloud. C'est la naissance de notre prophète. Je prie toutes et chacun d'entre vous de prier pour notre pays. Je profite de cette occasion et présenter le bonne fête à notre chef de l'État, le président colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, et à tous les peuples de Guinée, à tous les musulmans guinéens, pour dire que voilà,
aimons notre pays, aidons notre pays, sensibilisons pour la paix, ne fait pas ce que nous n'avons pas connu dans notre pays, la division. Nous n'avons plus de temps de garder cette rancune qui ne finit pas dans notre cœur. D'accord. Et là, merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous. J'espère bien un autre jour, on va se retrouver encore pour conseiller nos compatriotes. Merci beaucoup. Les sensibiliser pour la paix, pour le développement de notre pays. Merci. Merci. D'accord. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est la fin de cette émission, l'invité de la semaine. Il y avait aujourd'hui comme invité l'ambassadeur de la paix, Elhadj Guiriba Diaby. Il nous a prodigué des conseils. Merci d'avoir suivi. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Mohamed Lamine Touré pour la technique. À bientôt, les programmes continuent sur Guinée Buzz. On se reprend très prochainement pour un autre numéro de cette émission.